Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Les Monégasques célébreront les 10 ans de règne du prince Albert II les 11 et 12 juillet. De nombreuses festivités seront organisées. Le détail dans ce journal. Nous irons à Granville, en Basse-Normandie. Le prince souverain a inauguré lundi une exposition retraçant le destin commun entre cette cité portuaire et la principauté. La seconde édition du Conseil communal junior vient de s'achever. Nous vous dévoilerons le projet choisi par l'ensemble des élus. Nous irons à Bakou en Azerbaïdjan pour vivre la suite des premiers Jeux européens. Nous reviendrons sur le palmarès du 55e festival de télévision qui vient de s'achever jeudi. Et enfin, notre invité du week-end, toujours dans le cadre de ce festival, la comédienne Marthe Villalonga. C'est un anniversaire important que s'apprête à vivre la principauté. Les 11 et 12 juillet, nous célébrerons les 10 ans de règne du prince Albert II. De nombreuses festivités seront organisées. Le détail avec Patricia Navarro. Tout débutera le samedi 11 juillet avec des célébrations place du Palais. Pour assurer la circulation des personnes invitées et leur accès au lieu, des dispositions pratiques ont été prises. La place du Palais sera ouverte pour que les invités puissent y accéder à partir de 14 h. Pour venir à Monaco-Ville, plusieurs solutions. La première, celle que nous recommandons, ce sont les transports en commun. Les bus de la principauté seront renforcés au point de vue de la nombre d'autobus en service et ils seront gratuits sur présentation de la carte d'identité monégasque ou du passeport monégasque. Deuxième solution, par voiture. 4 parkings seront mis gracieusement à disposition, donc on pourra y stationner gratuitement à compter de 13 h. Ce sont les parkings du chemin des pêcheurs, de la digue, de la colle et du marché. Ce sont les 4 parkings les plus proches du rocher. L'accès à Monaco-Ville demeurera libre en voiture jusqu'à la place de la Visitation et jusqu'à la place de la mairie, où les personnes pourront donc se faire déposer si besoin était. On mettra en place un système de rotation du petit train touristique pour permettre aux personnes d'être transférées, notamment les personnes âgées, depuis la place de la Visitation jusqu'à la place du Palais. Bien évidemment, pour des raisons de sécurité, l'accès, la circulation générale sur la place du Palais devra être interrompue et elle le sera à compter de 15 h. Les festivités se poursuivront le dimanche 12 juillet avec un grand concert de Robbie Williams. Là aussi, tout sera mis en œuvre pour faciliter l'arrivée sur place des personnes ayant reçu un carton d'invitation. Il est recommandé pour cet événement de ne pas venir accompagné d'enfants de moins de 12 ans. La différence, c'est que la circulation générale sur la place du Palais va devoir être interrompue dès 13 h pour des raisons de réglage pour le concert. Le concert débutant à 18 h, l'accès à la place pour le public du concert commencera à 17 h. La gratuité dans les 4 parkings que j'ai évoqués précédemment sera effective de la même manière à partir de 16 h, donc il n'y aura pas de difficulté par rapport à ça. Et l'accès en autobus sera gratuit de la même manière, comme la veille pour les personnes qui souhaitent se rendre en autobus au concert. Pour les 2 journées des 11 et 12 juillet, sachez qu'une consigne sera installée à la mairie de Monaco pour y déposer sac à dos, casque ou autres objets encombrants. Pensez également à bien vous munir d'une pièce d'identité car elle vous sera demandée avec votre carton d'invitation. À l'occasion de son déplacement sur la terre de ses ancêtres en Basse-Normandie, le prince souverain a inauguré lundi une exposition retraçant le destin commun entre la cité portuaire de Granville et Monaco. Alexandra Pagny, Olivier Bonello vous présentent cette étonnante collection. Granville, Monaco. Le parallèle peut être surprenant entre ces deux villes séparées par plus de 1200 km. Elles ont pourtant bel et bien un long passé commun et des similitudes géographiques qui ont valu à la première l'appellation de Monaco du Nord à la fin du 19e siècle. C'est donc de ce constat qu'est née l'exposition 1715-2015 Granville-Monaco, rêver l'histoire. Une exposition inaugurée cette semaine par le prince souverain en visite sur la terre de ses aïeux.
Cette appellation a sans doute forcément aussi des fondements historiques, puisque 2015 est l'année anniversaire du tricentenaire du mariage de Louise Hippolyte Grimaldi, héritière du trône, fille aînée des filles de la principauté et qui devait trouver un prétendant. Le mari devant effectivement abandonner son nom, et l'heureux élu donc fut, après moult tractations, choisi en la personne de Jacques IV de Matignon, famille importante, bien vue à la cour de France, et qui deviendra donc Jacques Ier de Monaco. Cette exposition a été organisée en partenariat avec les archives et la bibliothèque du Palais Princier de Monaco et les archives audiovisuelles de la Principauté, un partenariat qui a permis de proposer au public des pièces historiques de la famille princière. Parmi les pièces très importantes, il y a, provenant des collections du Palais Princier, bien sûr le contrat de mariage, qui est un document absolument exceptionnel dont nous avons eu la chance de disposer pour cette exposition, voisinant avec des portraits des époux, Louise Hippolyte et Jacques Ier. Et puis un portrait de famille également par Pierre Gobert qui fait partie des collections du Palais Princier, complété de près du musée des Beaux-Arts de Saint-Lô, qui conserve effectivement un certain nombre de portraits de la famille princière. Une exposition qui se présente au public sous la forme de 2 volets. Un premier volet donc historique, célébrant le tricentenaire de ce mariage, mais également un volet reprenant les similitudes touristiques de ces 2 stations balnéaires, avec notamment la création d'un film réunissant les archives audiovisuelles de Granville et de Monaco. Cette exposition est à découvrir au musée d'art moderne Richard Anacréon jusqu'au 1er novembre. Nous restons avec le souverain, vous le voyez, en bref. Son Altesse Sérénissime a visité le Data Center ce jeudi à Fontvieille. Le DC3 est dédié à l'hébergement et à la protection des données, notamment des entreprises monégasques de la région, voire même internationales. Tout cela dans un cadre hautement sécurisé. Monaco Télécom possédait déjà 2 data centers comprenant 130B, ces grandes armoires informatiques. Eh bien, ce 3e data center de 1000 m² pourra héberger environ 220 B. Ce centre de stockage de données numériques a été entièrement réalisé par des entreprises monégasques en partenariat avec des équipementiers internationaux. Ce nouveau data center sera opérationnel début juillet. La seconde édition du Conseil communal junior, en collaboration avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, vient de s'achever. Les élèves ont pu proposer leurs idées afin d'améliorer certains services municipaux. Le but étant de les impliquer dans la vie institutionnelle du pays. Vanessa Dessy vous dévoile le projet choisi par les élus. Forte d'une première expérience très positive l'an dernier, 3 classes de 4e des collèges de la Principauté se sont à nouveau réunies autour du projet communal junior. Les élèves retenus pour participer à l'édition 2014-2015 ont pu, dans un premier temps, visiter l'institution communale afin de mieux comprendre son histoire, son rôle et son fonctionnement. Au cours d'une séance publique, les élèves ont ensuite présenté aux élus les différents projets, le but étant de les impliquer dans la vie institutionnelle du pays et d'aboutir à la mise en œuvre de leurs idées. En fait, le projet est né d'une volonté, c'était de donner la parole aux jeunes de la Principauté, en particulier aux collégiens. Et donc, ça donne naissance à des projets très concrets pour les jeunes et par les jeunes. Les collégiens sont très motivés et ils ont de très bonnes idées. Je pense que c'est vraiment très intéressant pour la mairie et pour la Principauté, et donc pour voir de nouvelles propositions pour les jeunes. En fait, le projet est né d'une volonté, c'était de donner la parole aux jeunes de la Principauté, en particulier aux collégiens. Et donc, ça donne naissance à des projets très concrets pour les jeunes et par les jeunes. Les élèves du collège François d'Assise Nicolas Barré ont travaillé sur 2 sujets. Tout d'abord, l'organisation d'une campagne électorale fictive avec de réelles propositions à destination des jeunes et une campagne de communication afin de promouvoir différents sites communaux. La classe du collège Charles III a proposé également 2 projets ambitieux. Les 2 projets présentés par notre 4-7 tout à l'heure sont tout d'abord l'organisation d'une soirée festive sur le port, destinée aux collégiens et lycéens de la Principauté. Et l'autre projet qui va être présenté est celui de la création d'un terrain de basket au Larvoto. On a travaillé en fait en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on leur a exposé le principe même de ce projet. Et je dois dire qu'ils ont tout de suite été réceptifs. Ensuite, on leur a laissé un petit peu de temps pour réfléchir et puis pouvoir lancer un certain nombre d'idées,
J'ai tout de suite insisté sur le fait qu'il ne suffisait pas d'avoir une idée pour que celle-ci puisse se réaliser, qu'elle est tout de suite confrontée aux contraintes du réel, ce qui fait que dans un autre temps, eh bien, je les ai fait travailler de façon plus autonome et je les ai confrontés aux difficultés d'organisation et de coûts que pouvaient soulever leurs différentes idées. Une fois encore, les membres du conseil communal ont souligné l'originalité des projets et la qualité de réflexion des élèves. Le maire et ses adjoints ont donc noté plusieurs idées auxquelles donner une suite favorable. Dans les prochaines semaines, les élus vont devoir échanger afin de choisir parmi toutes ces propositions. La 11e édition de Monacologie s'est tenue toute la semaine sur le quai Antoine Ier. L'objectif est d'accueillir les enfants de la Principauté et leurs parents pour les sensibiliser à l'environnement avec des ateliers ludiques et éducatifs. Monaco Info y était. Les poissons, dedans, ça a des pollutions. Et après, lui, il a plein de pollutions, le poisson, et après, le gros mange lui. Et après, il a plein de pollutions. Et après, c'est nous qu'on les mange et on a de pollution. Et après, on risque d'être un peu malade. Et les poissons, ça fait quoi la pollution? Ils peuvent mourir ou pas? Oui, parce que si on jette des trucs dans l'eau en plastique, ils croient que c'est des méduses. Mais après, ils les mangent. Et après, ils vont mourir. Thiago a 5 ans et il participe à un atelier dans le cadre de Monacologie, dont le but est de sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire et à la protection de l'environnement. Et grâce à cette activité, Thiago a découvert, à travers l'explication de la chaîne alimentaire, les différents polluants présents dans l'eau. Cette année, on a décidé de faire un atelier très ludique pour expliquer un peu aux enfants l'accumulation des polluants le long de la chaîne alimentaire. En fait, on essaye de leur faire comprendre qu'il n'y a pas qu'il y ait des pollutions très graves. Il y a aussi des pollutions qu'on ne voit pas, qui sont très petites, si on veut utiliser les mots des enfants, mais qui peuvent être très dangereuses parce qu'ils peuvent s'accumuler le long de la chaîne alimentaire. Pendant toute la semaine, ce sont une trentaine d'ateliers ludiques et pédagogiques qui ont été proposés sur le quai Antoine Ier pour la 11e édition. Associations, fondations, organismes institutionnels et entreprises se sont impliqués dans cette manifestation qui bénéficie du soutien du Stars and Bars, de la direction de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports de la Principauté. C'est une opération qui marche très bien, mais je pense que justement ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écologie, ça touche tout le monde. Donc les petits, les grands, les professionnels, donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui en fait. Tout le monde amène la main, met la main à la pâte pour en faire une grande manifestation et toucher le plus de personnes possible. Et cette année, une nouveauté avec le défi des chefs, un challenge culinaire relevé par Philippe Johannes, meilleur ouvrier de France, et Joël Garot. Tous deux ont cuisiné des denrées qui étaient destinées à être jetées. Notre défi aujourd'hui, c'était de pouvoir justement attendre la surprise de produits qui allaient être récupérés sur le marché, qui sont dédiés en principe à ne plus être vendus, donc à ne plus être consommés. Et nous, on a voulu juste montrer aujourd'hui qu'avec de l'improvisation, avec quelques idées, on pouvait redonner vie à certains produits qui sont moins vendeurs sur le plan marketing. Donc on était principalement sur des fruits, sur des légumes. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait chaud, on le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui équipé de casquettes parce qu'il fait très chaud. Et pour les fruits et légumes, c'est un petit peu pareil. Donc nous, on arrive à leur redonner une seconde vie. On les remet un petit peu dans l'eau glacée et puis en fait, on les épluche et on essaye de faire des recettes plutôt d'actualité avec les produits de saison pour essayer de limiter au maximum le gaspillage. Moi par exemple, j'avais du melon, j'avais de la tomate, j'avais du poivron rouge, j'avais de la mie de pain. J'ai fait un gazpacho, j'ai mis des glaçons. Aujourd'hui il fait très beau, c'était très frais, très rafraîchissant. Et puis en deuxième, après j'avais eu des courgettes, j'avais des cèpes, j'avais de l'oignon, j'avais du riz, j'avais un peu de vin blanc. J'ai fait un risotto. Et les gens se sont régalés. Et chaque année, ce sont plus de 1000 enfants qui sont ainsi sensibilisés aux métiers liés à la protection de l'environnement, au recyclage et au gaspillage alimentaire. Direction Bakou à présent pour les premiers Jeux européens. Vous le savez, une délégation monégasque participe à cet événement. Dans une précédente édition, nous vous avions parlé du plongeur Yann Soren Cabioche. Eh bien, il vient de participer à sa première compétition. Vous voyez ce reportage sur place d'Émilie Rousseau sur des images de Serge Prémont.
Il est le benjamin de la délégation monégasque et le premier à entrer en compétition ici à Bakou. Yann Soren Kabioche concourait ce jeudi au plongeon à 1 mètre, une épreuve qui demande beaucoup d'explosivité et de dynamisme. Très impressionné par ce premier rendez-vous olympique, Yann Soren enchaîne les sauts avec plus ou moins de réussite. Il termine 27e du tour préliminaire. C'était assez bizarre d'entamer cette compétition parce que j'étais 2e à passer. Et c'était vraiment une ambiance extraordinaire et différente que des autres compétitions, donc c'était assez perturbant. Et sportivement parlant, qu'est-ce que tu penses de cette épreuve d'1 mètre ? Il y avait des choses de bien, mais il y avait des choses de moins bien. Je suis un peu déçu de ma prestation, mais j'espère faire mieux à 3 mètres. Au programme de cette épreuve, 10 sauts avec chacun leur coefficient de difficulté. Un rythme soutenu donc face à des adversaires que Yann Soren connaît bien pour les avoir déjà rencontrés dans d'autres compétitions internationales. C'est passé régulier et lui plongeait pas trop bien. Donc quand même va servir pour la prochaine compétition, que c'est la compétition de 3 mètres. J'espère qu'il arrive mieux, que c'est plus tranquille et bon. Que tout se débrouille mieux qu'aujourd'hui. Il reste encore quelques heures aux plongeurs monégasques pour évacuer tout ce stress et cette pression car Yann Soren est encore engagé dans une compétition ici à Bakou, le plongeon à 3 mètres qui aura lieu ce samedi. Restons en Azerbaïdjan pour découvrir la délégation monégasque. Outre les 5 athlètes qui représentent la principauté, c'est toute une équipe du comité olympique monégasque qui s'active pour accueillir et soutenir les sportifs rouges et blancs. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est au sein du village des athlètes au 3e étage de ce bâtiment que le comité olympique monégasque a établi son QG. Situé juste à côté du bureau des comités de la France et d'Andorre, cet endroit est une véritable mine d'informations pour les athlètes monégasques et leurs entraîneurs. Sébastien Gattuso est le maître des lieux. Ancien sportif de haut niveau, il connaît bien le monde olympique. Il a participé à 4 JO, 2 d'hiver et 2 d'été en tant que bobeur et sprinter. Il est désormais chef de mission de la délégation monégasque. Ce rôle de chef de mission consiste déjà à s'occuper de la délégation, c'est-à-dire le bien-être, s'occuper des coachs, des athlètes, aller les renseigner sur tout ce qui se passe au village, dans leur sport respectif et les aider au mieux que la compétition se déroule le mieux possible. Sébastien Gattuso a été rejoint en milieu de semaine par Yvette Lambin-Berty. La secrétaire générale du comité olympique monégasque a été agréablement surprise par les installations mises en place à l'occasion de ces Jeux européens. Je dirais que ce sont des installations tout à fait adaptées à des Jeux européens, mais même à une dimension encore plus importante. C'est un effort très important qui a été fait ici et les athlètes ont été, je crois, accueillis pour travailler dans des conditions idéales. Justement, c'était important qu'une délégation monégasque participe à ces premiers Jeux, cette première édition ? Oui, bien sûr, c'est important. C'est un moment un peu historique dans l'histoire des comités olympiques européens, puisque ce sont les premiers Jeux. Et puis nous avions des athlètes qui correspondaient tout à fait aux sélections et certains qui ne sont pas encore là ce soir, notamment le judo, qui eux sont aussi qualifiés d'office. Donc voilà, on est assez fiers de cette participation. Il manque en effet Yann Sicardi et Cédric Bessy pour que la délégation monégasque soit au complet. Les 2 judokas doivent arriver ce samedi avec leur entraîneur Marcel Pietri. Ils débuteront la compétition les 25 et 26 juin prochains. Nous revenons en principauté notamment pour vous annoncer l'annulation de l'opéra Jolanta le 21 juin prochain au Grimaldi Forum en raison du forfait d'Anna Netrebko. Elle souffre d'une infection aiguë qui l'empêche de se produire jusqu'au 25 juin. Ses engagements à Lucerne, Copenhague, Monte-Carlo et Londres sont donc annulés. Les places achetées pour Jolanta seront remboursées dans les plus brefs délais selon les modalités habituelles après restitution des tickets de spectacle. Vous avez pu suivre tout au long de la semaine différents reportages consacrés au festival de télévision. Eh bien, après plusieurs jours de visionnage, les différents jurys ont pu dévoiler le palmarès de cette 55e édition lors de la cérémonie de clôture en présence du souverain. Reportage de Sandrine Nègre. C'est sous le regard du président d'honneur du Festival de télévision de Monte-Carlo, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, que les nymphes tant attendues par les nommés ont été remises aux lauréats. Une édition qui revêtait une importance toute particulière puisqu'il s'agissait bien d'une date marquante, 55 ans.
Et si la cérémonie d'ouverture en présence notamment de son Altesse Sérénissime la princesse Charlène et de l'actrice oscarisée Patricia Arquette avait tenu toutes ses promesses, après 6 jours de festival, de rencontres, de conférences et de compétitions, la cérémonie de clôture était tout aussi unforgettable, inoubliable pour reprendre le titre d'une série, avec plusieurs temps forts. Et voici le moment tant attendu. Quels sont les gagnants ? Et commençons par la fiction. Souvenez-vous, nous les avions rencontrés en début de semaine. Eric Close présidait le jury film TV avec à ses côtés notamment l'actrice Baudérec. Eh bien, ce jury a choisi de récompenser Marvelous, un film britannique. La Nymphe d'Or dans la catégorie mini-série est quant à elle décrochée par The Missing, avec à l'affiche un habitué des plateaux de cinéma, Tchéky Karyo, un habitué de ce festival également. Il nous permet d'avoir une exposition internationale et faire exister The Missing en l'occurrence, puisque je suis dedans dans plein de pays. Série télé-comédie à présent, le nord de l'Europe était décidément à l'honneur avec Welcome to Sweden qui décroche la nymphe dans sa catégorie. L'acteur principal de Lillehammer, tourné en Norvège, est sacré meilleur acteur. Vous aviez pu l'entendre également sur Monaco Info. Poursuivons avec la série dramatique, direction les rivages de la Méditerranée et l'Italie plus particulièrement, puisque la série Gomorrah sur la mafia est récompensée. Et quittons la fiction, Bianca Jagger avait avoué sur Monaco Info en milieu de semaine avoir visionné des programmes d'une grande qualité. Le jury qu'elle présidait dans la catégorie Actualité a remis 4 nymphes d'or. À CBC, la chaîne canadienne, tout d'abord pour son programme d'actualité lié à la couverture de la fusillade du Parlement d'Ottawa en 2014, à un reportage aussi consacré aux abus de la police à Hong Kong, puis un documentaire de société polonais, et enfin un documentaire d'actualité consacré à l'injustice en Espagne. And the winner is The Bold and the Beautiful. Les prix de l'audience télé internationale désormais, How I Met Your Mother, NCIS et Amour, Gloire et Beauté arrivent en tête. We love you, we thank you, we are your allies. Merci beaucoup. Le prix spécial Prince Régnier III, I call upon the presence of His Serene Highness Prince Albert II of Monaco. Et si des nymphes d'or ont été attribuées dans toutes ces catégories, sachez aussi que des récompenses ont été remises à des lauréats dans le cadre de prix à l'image du prix spécial Prince Régnier III, décerné cette année à un documentaire réalisé en République de Corée. Ceux de l'AMAD et de la Croix-Rouge monégasque récompensent respectivement des sujets liés à l'Irak et à des otages. Le jury du prix Urti a lui été séduit par un travail sur la taïga. Les autres prix et tous les temps forts de cette cérémonie à retrouver sur le www.festivaltv.com. À l'année prochaine. Festival de télévision toujours avant d'assister à la cérémonie de clôture. Toutes ces stars du petit écran sont passées sur le tapis rouge. Nous en avons profité, Marion Bilbao, Louis Borgia et moi-même, pour leur poser quelques questions. On les écoute. Qu'est-ce que vous pensez de ce festival de télévision ? C'était magnifique et on a eu un temps splendide. C'est la 5e fois que je participe à ce festival. À chaque fois, c'est l'occasion de nous réunir entre acteurs, producteurs, enfin tous ensemble. Même si c'est une compétition, l'atmosphère est très agréable et détendue. On est entre amis. Comment il était ce cocktail que l'on a créé pour vous à la Trattoria ? Ah, mon cocktail, le Terry Crews cocktail, il était incroyable. Alain Ducasse, dans un des meilleurs restaurants que je connaisse. Je suis honoré d'avoir mon propre cocktail. C'est un cocktail sans alcool, donc vraiment familial. C'était une des meilleures années avec un temps génial. On a passé de super moments avec beaucoup de nouveaux visages et nos anciens amis aussi. On a vu des films spectaculaires parce que j'étais dans le jury de la catégorie film de télévision et c'était une semaine fantastique. Et en plus, avec ma famille, on a passé de très bons moments. Et quel a été votre meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir été avec ma femme. Évidemment, ce que je retiens, c'est le public qui était super, et bien sûr le fait d'avoir rencontré le prince et la princesse. Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir fait des selfies avec nos fans et d'avoir rencontré tout ce monde. Toutes les personnes ont été fantastiques toute la semaine. Oh, pour moi, ça a été le temps. Mon souvenir, ce sera le beau temps parce que je dois retourner à Londres.
Ah, mon meilleur souvenir? Cette interview peut-être? Oui, absolument, on peut dire ça. Et puis aussi d'avoir pu nager dans la Méditerranée. Smooth skin from swimming in the Mediterranean. Merci beaucoup pour ça. Et vous retrouverez probablement à l'équipe des Drôles de Dames au complet l'année prochaine pour vous faire vivre au quotidien la 56e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Quant à moi, il est temps de rejoindre notre invité du week-end. Et notre invité du week-end, Marthe Villalonga, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravie de vous accueillir. Nous nous accueillons. Le festival de télévision vient de se terminer. On va donc parler, si vous voulez bien, au moins pour commencer, de la série Maggie. 333 épisodes dans les années 80-90. Je ne sais pas combien d'épisodes, mais je sais que ça fait 8 ans. 8 ans. Il y en a eu 333, j'ai dit. Vous étiez l'aide ménagère. Qu'est-ce qui a, selon vous, quel était le secret de cette série? Pourquoi ça a aussi bien marché? Je crois que c'était une série qui intéressait tous les âges. Vous aviez la grand-mère qui écoutait, il y avait les enfants qu'on envoyait, même quand on ne pouvait pas être à côté, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas de vilains mots, il n'y avait pas de choses comme ça. C'était une série, je dirais, familiale. Oui, bon enfant. Bon enfant, exactement. Alors, il y a eu, je l'ai dit, 333 épisodes. Il doit y avoir beaucoup de souvenirs. Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? Que d'excellents souvenirs, parce qu'on était vraiment je dirais une troupe. Voilà. Mes deux camarades, surtout, je ne vais pas dire, Madame... Maggie. Maggie, son mari, tout ça. Moi, je les connaissais, mais de loin. Et là, tout d'un coup, comme eux faisaient beaucoup de théâtre et moi aussi, on était vraiment ensemble. On faisait le même métier, disons. Et ça a duré justement 8 ans et avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Bien entendu, on se voyait tous les jours, ça compte quand même. Des liens. Et avec une très bonne ambiance, aussi bien avec les techniciens que les comédiens. Et je pense que c'est une des réussites de la série. Alors, un personnage comme ça de série télé, ça colle beaucoup à la peau, mais vous avez fait, et tout le monde le sait, énormément de films. Vous avez tourné avec les meilleurs réalisateurs. Au hasard, Georges Lautner, Édouard Molinaro, Bertrand Blier, Yves Robert, Claude Zidi, Claude Lelouch et Alexandre Arcadi, bien sûr. Tout oui, ça, il y en a eu plein d'autres. J'ai vraiment fait une petite sélection. Oui, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des rôles au cinéma qui vous ont marqué plus que d'autres? Ou des films? Je dirais, justement, je viens de parler d'André Téchiné, parce qu'en fait, c'est un des premiers qui m'a proposé un rôle dramatique. Et jusque-là, c'était que la rigolade, quoi, mais formidable. Et là, tout d'un coup, j'étais contente parce que je me suis dit, tiens, quelqu'un a vu autre chose. S'est rendu compte que je pouvais faire autre chose. Et moi, j'avais envie de ça. Donc, voilà, c'est un souvenir formidable. Et parmi toutes les rencontres, tous les acteurs, les actrices que vous avez rencontrés, il y a des atomes crochus, on crée des liens. Quels sont les acteurs ou actrices que vous n'oublierez jamais? Il y a déjà Catherine Deneuve et Daniel Auteuil, toujours dans le film de Téchiné. Il y a eu, en très petit par contre, j'avais passé je crois, une journée avec Binoche et une autre fois avec Sandrine Bonner, que je viens de retrouver. On vient de tourner un film ensemble et le film va sortir le 4 novembre. Alors justement, c'était une question que je voulais vous poser plus tard, mais on va en parler maintenant. Oui. Votre actualité, parce qu'on sait que vous êtes une femme de théâtre, de cinéma bien sûr, on l'a dit. Quelle est votre actualité? On va vous voir sur les planches, on vous a vu, il y a ce film qui sort. Non, alors en ce qui concerne le théâtre, là je fais un break. Je fais un break parce que j'ai envie de faire autre chose. Mais quand je dis autre chose, je vais continuer le cinéma et la télé, si on me demande. Mais c'est surtout que j'ai envie de profiter un petit peu de moi, de vacances. Voilà, de profiter de la famille. J'adore les voyages, donc je veux faire des voyages. J'adore aller écouter des concerts. Je vais pouvoir les écouter plutôt que de les entendre à la télé. Ouais. Voilà, plein de choses comme vivre. Voilà, vivre tout simplement.
Alors là, je discute avec vous, je vous trouve adorable. Comment vous expliquez la tendresse que les téléspectateurs ont pour vous? Quand j'étais au bureau tout à l'heure avant de venir vous rencontrer, on m'a dit bah, tiens, tu vas où? J'ai dit bah, je vais voir Marthe Villalonga. On m'a dit oh la chance, je l'adore. Et tout le monde m'a dit je l'adore et de toute génération confondue. Comment vous expliquez cette tendresse que l'on a pour vous? Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Peut-être qu'ils sentent que... comment dire? Je ne sais pas tout à fait la phrase qu'il faudrait. C'est difficile de répondre à ça, oui. Que je travaille pour eux, comme je travaille aussi pour moi. On a vraiment... Une forme de sincérité? Oui, parce qu'on a un échange. Et cet échange qu'on sent énormément, par exemple, au théâtre, parce qu'on a tout de suite une réponse, et là, je l'ai à la télé ou au cinéma. Donc, elle s'est reportée aussi là-dessus. Et je sais, voilà, on m'aime beaucoup, je le sais. Je ne vais pas dire le contraire, parce que tous les jours, j'ai des gens qui me disent ça, et voilà. Donc, ça fait chaud au cœur. C'est mieux ça que l'inverse. Et ça aide à vivre. Absolument. Je comprends. La principauté, on change de sujet. La principauté, Monaco, c'est un endroit où vous êtes venu plusieurs fois, notamment pour interpréter des rôles au Théâtre Princesse Grace, j'imagine? Voilà, exactement. Au Théâtre de la Princesse Grace, souvent, j'ai joué des pièces. Je viens aussi souvent l'été quand j'ai l'occasion. C'est pour ça que je fais un break aussi en ce qui concerne le théâtre. Je viens écouter au Palais Princier les beaux orchestres, voilà, en plein air, et c'est très agréable ça aussi. Alors qu'est-ce que fait Marthe Villalonga une fois qu'elle n'est pas sur scène ou devant une caméra? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos centres d'intérêt, vos passions? Vous l'avez dit, musique classique. Musique classique, j'aime bien aller au concert, effectivement. J'aime bien aller voir aussi les camarades jouer, parce que quand on joue soi-même, on ne se voit pas les uns et les autres. On n'a pas le temps, on joue tous les soirs d'un côté et de l'autre. Donc il y a ça. Et puis, j'ai une passion pour les voyages. Alors maintenant, je vais pouvoir faire des voyages quand j'en ai envie. Je suis désolé, parce que cette rencontre est déjà terminée. Oh, ça m'ennuie. Bah oui, j'aurais voulu discuter avec vous un peu plus longtemps. On va se quitter. Merci en tout cas infiniment d'avoir répondu à mes questions. Mais je vous en prie. Et on va se quitter avec la météo. Samedi, une belle journée, des nuages insignifiants, un temps modérément chaud, compté de 23 à 27 degrés. Dimanche, premier jour de l'été et fête des pères, n'oubliez pas. Le temps restera agréable et ensoleillé, les températures restent supérieures de 22 à 27 degrés. Lundi, la journée sera peut-être légèrement plus voilée, mais sans plus, il fera de 23 à 26 degrés. Et enfin mardi, le soleil sera parfois gêné par quelques nuages, il y aura une faible tendance orageuse, mais ça ne durera pas. Quant aux températures, il fera de 23 à 26 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.